John Wayne Gacy, le clown qui tuait. Il portait un costume de clown. Il s'appelait Pogo. Et les enfants l'adoraient, vraiment. Chaque été, il enfilait sa perruque rouge, sa combinaison à fleurs, et il peignait ce grand sourire blanc sur son visage. Il se rendait dans les hôpitaux pour enfants, il organisait des fêtes de quartier, il serrait des mains, il faisait des tours de magie, il posait pour des photos avec des familles souriantes. Les voisins l'appelaient « un homme formidable ». Le Parti démocrate local l'avait photographié aux côtés de Rosalynn Carter, la femme du président des États-Unis. Il était entrepreneur prospère, père de substitution, pilier de sa communauté. Et sous sa maison, dans le vide sanitaire que personne ne visitait jamais, se trouvaient les corps de 29 jeunes hommes. Bienvenue sur Noxos Crime. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des affaires les plus terrifiantes de l'histoire criminelle américaine. Une affaire qui a redéfini ce que l'on appelle un tueur en série. Une affaire qui prouve, une fois pour toutes, que les monstres ne ressemblent pas à des monstres. Ils ressemblent à votre voisin. Ils ressemblent à John Wayne Gacy. Partie 1. L'enfance d'un futur monstre. Pour comprendre ce qui a créé John Wayne Gacy, il faut remonter au 17 mars 1942. Chicago, Illinois. Une ville de briques rouges, de vent glacial et d'ambitions contrariées. John Wayne Gacy naît dans une famille de classe moyenne. Son père, John Stanley Gacy Sr., est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Un homme dur, taciturne, alcoolique. Le genre d'homme qui croit que la virilité se transmet à coups de ceinture. Le genre de père que l'on redoute plus qu'on ne l'aime. Sa mère, Marion, est une femme douce, attentionnée, trop occupée à survivre à son propre mariage pour protéger vraiment ses enfants. John a 2 sœurs. Il est le seul garçon, et son père le lui fait payer. Dès l'enfance, Gacy est différent. Il est grassouillet, maladroit, pas du tout l'image du fils viril que son père veut. Il n'aime pas le sport. Il préfère cuisiner avec sa mère. Son père l'appelle « Maman's Boy », fils à sa maman, avec tout le mépris que ces 2 mots peuvent contenir. Chaque humiliation publique, chaque gifle, chaque regard de dégoût de son père, tout ça s'imprime dans le cerveau de ce petit garçon. Les psychologues qui étudieront Gacy des décennies plus tard parleront de traumatisme d'attachement sévère. Mais dans les années 40 à Chicago, personne ne parle de psychologie. On endure, on survit. À 9 ans, Gacy est touché à la tête lors d'un accident. Une balançoire le frappe violemment au crâne. Il commence à souffrir de crises de blackout inexpliquées. Les médecins diagnostiquent un caillot de sang au cerveau. Pendant plusieurs années, il prend des médicaments pour le cœur. Des médicaments qui, selon certains chercheurs, auraient pu affecter son développement neurologique. Son père refuse de croire que son fils est vraiment malade. Il pense que John simule pour attirer l'attention. « Tu n'es qu'un simulateur », lui dit-il. Imaginez ce que ça fait, à un enfant déjà fragilisé, d'entendre ces mots de la bouche de son propre père. À 11 ans, Gacy est victime d'abus sexuels par un ami de la famille, un entrepreneur qui l'emmène faire des tours en camionnette. Gacy ne dira jamais rien à ses parents. Il a trop peur, trop honte, et quelque part, trop conscient que son père ne le croirait pas, ou pire, lui en voudrait. L'adolescence ne lui est pas plus douce. Il développe une condition cardiaque. Il rate régulièrement l'école à cause de sa santé. Il ne termine pas le lycée. Son père, bien sûr, voit cela comme une nouvelle preuve de faiblesse. En 1960, à 18 ans, Gacy prend une décision surprenante. Il part. Sans prévenir, il monte dans un bus direction Las Vegas. Il y travaille comme ambulancier pendant quelques mois. C'est là, selon ses propres déclarations ultérieures, qu'il voit pour la première fois des cadavres. Qu'il est fasciné, dit-il, non pas par la mort elle-même, mais par le silence. Le contrôle absolu qu'on a sur un corps inerte. Cette phrase, extraite de ses entretiens en prison, vous donne une idée de ce qui se passe dans cette tête.
Il revient à Chicago, il s'inscrit dans une école de commerce, commence à travailler dans la gestion d'un supermarché, et pour la première fois de sa vie, il réussit quelque chose. Il est bon vendeur, il est charismatique, il sait parler aux gens, les mettre à l'aise, leur faire croire qu'il s'intéresse vraiment à eux. Ce masque, ce sourire large, cette façade de bonhomie, il va le perfectionner pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour beaucoup de monde. Partie 2. La montée vers la respectabilité. En 1964, John Wayne Gacy épouse Marlene Myers, une femme dont le père possède plusieurs restaurants KFC dans l'Iowa. C'est un beau coup pour un garçon sans diplôme de Chicago. Il intègre l'entreprise familiale, apprend le métier de la restauration rapide et se révèle être un manager redoutablement efficace. Le couple s'installe à Waterloo, Iowa. Ils ont 2 enfants. Gacy prend de l'embonpoint, fume beaucoup, boit régulièrement, mais il travaille dur. Il s'implique dans la chambre de commerce locale. Il rejoint le Club Jaycees, une organisation civique pour jeunes entrepreneurs ambitieux. Il devient vice-président de la section locale. En surface, tout va bien, mais en dessous... En prison, Gacy est modèle. Il travaille à la cantine, il organise des activités. Le comité de libération conditionnelle est impressionné. Après seulement 18 mois, il est libéré sur parole. 18 mois pour avoir agressé sexuellement un mineur. Il retourne à Chicago. Il habite chez sa mère. Il reprend le travail. En 1971, il est arrêté une nouvelle fois pour tentative d'agression sexuelle sur un autre jeune homme. Mais la victime ne se présente pas au tribunal et les charges sont abandonnées. Pensez-y, il y a déjà eu 2 incidents, 2 signaux d'alarme. Et pourtant, le système ne réagit pas. En Iowa, sa condamnation n'a jamais été transmise aux autorités de l'Illinois. Les 2 dossiers ne sont jamais reliés. Le monstre continue d'avancer. En 1971, Gacy achète une maison à Norwood Park Township, une banlieue calme et proprette de Chicago. Une maison ordinaire avec un garage, un jardin et un vide sanitaire sous le plancher. En 1972, il se remarie avec Carol Hoff, une femme divorcée avec 2 filles. Carol dira plus tard qu'elle ne savait rien du passé de son mari, qu'il était gentil, attentionné, qu'il organisait des barbecues légendaires dans leur jardin. Les voisins adorent les Gacy. John est expansif, généreux, toujours prêt à aider. Il monte une entreprise de construction et de rénovation, PDM Contractors. Ça marche. Il emploie des jeunes hommes, souvent des adolescents et des jeunes adultes en difficulté, qui ont besoin d'argent rapide. Il rejoint le Parti démocrate local. Il devient chef de section pour son quartier. Il organise des événements, des collectes de fonds. C'est comme ça qu'il se retrouve à serrer la main de Rosalynn Carter en 1978. Une photo qui sera reproduite dans tous les journaux du monde quelques semaines plus tard, pour des raisons très différentes. Et en 1975, il crée son personnage de clown, Pogo le clown. Il consacre des heures à perfectionner son maquillage. Il dessine lui-même ses costumes. Il se produit dans des fêtes d'anniversaire, des hôpitaux, des événements caritatifs. Les gens le voient rentrer chez lui en costume de clown et sourient. John et ses clowneries, disent-ils. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'entre 1972 et 1978, pendant que John Wayne Gacy construisait sa réputation de citoyen exemplaire, il tuait. Il tuait des jeunes hommes et il les enterrait sous sa maison. Partie 3. Les meurtres. Avant de parler des crimes de Gacy, je veux qu'on s'arrête une seconde. Parce que, franchement, dans les affaires de serial killer, on a tendance à tout centrer sur le tueur. Sur sa psychologie, ses méthodes, sa logique. Et pendant ce temps, les victimes deviennent des numéros. Des statistiques. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des fils, des frères, des amis, des jeunes hommes qui avaient des rêves, des peurs, des chansons préférées, des plats qu'ils aimaient. Et je vais, autant que possible, les nommer, leur rendre leur humanité. Le premier meurtre connu de John Wayne Gacy remonte à janvier 1972. Timothy McCoy, 15 ans, vient d'une petite ville du Nebraska.
Il voyage seul en bus, s'est perdu à Chicago, erre près de la gare routière de Greyhound. Gacy l'aborde, lui propose de l'héberger pour la nuit. McCoy accepte. Il n'a pas d'autre option. Le lendemain matin, il apporte le petit déjeuner à Gacy dans sa chambre. Il tient un couteau de cuisine pour couper le pain. Gacy, se réveillant brusquement, prend peur, ou prétend avoir pris peur. Il se jette sur McCoy, le poignarde. McCoy meurt. Gacy dira plus tard qu'il a ressenti, au moment de tuer, une extase qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Que c'était, dit-il, la meilleure sensation du monde. Cette phrase devrait vous glacer le sang. Il enterre McCoy dans le vide sanitaire. Et puis, il attend. Pendant 4 ans, il ne tue pas. Ou du moins, aucun autre meurtre ne lui sera formellement attribué pour cette période. Il construit sa vie, son entreprise, sa réputation. Mais voilà, quelque chose a changé en lui. Une porte s'est ouverte. En 1975, la cadence reprend. Et cette fois, elle ne s'arrêtera plus. Gacy a un schéma, un modus operandi qui se répète avec des variations. Il recrute ses victimes dans les zones où traînent les jeunes hommes sans abri ou en difficulté, aux abords de la gare routière de Chicago, dans les bars gays du centre-ville, parfois parmi ses propres employés. Ces victimes ont généralement entre 15 et 25 ans. Beaucoup sont homosexuels ou se prostituent pour survivre. Beaucoup viennent de familles qui ne les chercheront pas immédiatement, ou dont les signalements seront pris moins au sérieux par la police. Une grande partie des victimes de Gacy étaient des jeunes hommes marginalisés, gays, sans domicile fixe, en rupture familiale. Et dans l'Amérique des années 70, la police de Chicago ne se précipitait pas pour retrouver ces jeunes-là. Leur disparition était souvent classée comme fugue volontaire. Leurs familles se heurtaient à des murs. Ce n'est pas un hasard si Gacy a choisi ses victimes. Les prédateurs savent où chercher les proies les moins protégées. Revenons au modus operandi. Gacy attire ses victimes chez lui avec la promesse d'argent, de travail ou d'alcool. Il est charmant, chaleureux, pas menaçant du tout. Un homme d'affaires en surpoids avec un sourire facile. Qui se méfierait de lui? Une fois chez lui, il sort son tour de magie. Il dit à ses invités qu'il va leur montrer un tour. Il sort des menottes. C'est une illusion, dit-il. Laisse-moi te mettre ça, tu vas voir. Ou alors il leur propose de l'argent pour regarder du matériel pornographique avec lui. Ou encore, il les enivre jusqu'à ce qu'ils perdent leurs moyens. Une fois qu'ils sont maîtrisés, Gacy change. Il utilise une technique qu'il appelle le nœud coulant du bâton de torture. Une corde ou un lacet enroulé autour du cou de la victime, serré progressivement. Il regarde ses victimes mourir lentement, en plein contrôle de la situation. Et ensuite, il les enterre sous sa maison. Le vide sanitaire sous sa maison de Norwood Park mesure environ 2 mètres de haut et s'étend sous toute la surface de la bâtisse. Gacy y creuse des tranchées avec méthode. Il répand de la chaux pour accélérer la décomposition et atténuer les odeurs. Les voisins se plaignent parfois d'une odeur désagréable venant de chez les Gacy. John leur explique qu'il y a un problème d'humidité ou que c'est la plomberie. Il le croit. Sa deuxième femme, Carol, dira plus tard qu'elle avait remarqué ces odeurs, qu'elle avait trouvé des vêtements d'homme qui n'appartenaient pas à son mari, qu'il rentrait parfois très tard ou disparaissait la nuit, mais elle n'a pas fait le lien. En 1976, le vide sanitaire commence à être plein. Gacy commence à jeter certains corps dans la rivière, des plaines. Parmi les victimes identifiées, John Butkovich, 17 ans, employé de PDM Contractor. Il réclamait son salaire impayé à Gacy. Il disparaît en juillet 1975. Son père ira lui-même voir la police à plusieurs reprises. Il suspecte Gacy. La police ne l'écoute pas vraiment. Darrell Sampson, 18 ans. Randall Refett, 15 ans. Samuel Stapleton, 14 ans. Ces trois-là disparaissent à quelques semaines d'intervalle au printemps 1976. Michael Bonin, 17 ans. William Carroll, 16 ans. Rick Johnston, 17 ans. Ces noms doivent être dits, ces vies doivent être rappelées. La liste continue. Elle atteindra 33 noms, 33 jeunes hommes. En 1977, les meurtres s'accélèrent encore. Il tue jusqu'à 5 personnes en quelques mois. Il est en train de perdre le contrôle.
Ou plutôt, le contrôle qu'il exerce sur ses victimes ne lui suffit plus. Il lui en faut toujours plus. En mars 1978, il viole et agresse Robert Donnelly, 19 ans, mais le laisse en vie. Donnelly porte plainte. La police de Des Plaines interroge Gacy. Il prétend que c'était consenti. Les policiers ne font pas suite à l'enquête. Pause. Réfléchissez à ça. En mars 1978, la police a eu Gacy en face d'elle. Elle avait une victime qui avait survécu. Elle avait un signalement. Et elle est passée à autre chose. Jeff Rignall, 26 ans, est la prochaine victime à survivre. Il est attaqué par Gacy en avril 1978, drogué au chloroforme, violé et torturé. Gacy le laisse ensuite dans un parc, inconscient. Rignall se réveille, il survit, il porte plainte. La police de Chicago dit qu'elle manque de ressources pour enquêter. Rignall, furieux, mène sa propre enquête. Il stationne pendant des heures sur les routes que son agresseur a pu emprunter, jusqu'à ce qu'il reconnaisse le véhicule, une Oldsmobile noire. Il note la plaque. Il la donne à la police. La police prend finalement Gacy en garde à vue pour agression. Nous sommes en juillet 1978. Pendant ce temps, Gacy continue de tuer. Partie 4. La chute. 9 décembre 1978. C'est la date qui change tout. Robert Piest a 15 ans. Il est lycéen, travaille à temps partiel dans une pharmacie de Des Plaines. Ce soir-là, il dit à sa mère qu'il va parler à un entrepreneur qui lui a proposé un job d'été à meilleur salaire. Il lui dit qu'il revient dans quelques minutes. Il ne revient pas. Sa mère appelle la police immédiatement. Contrairement à beaucoup de familles et des victimes précédentes, elle est insistante, déterminée, et elle est blanche, de la classe moyenne, et son fils disparaît dans une ville comme Des Plaines, une banlieue propre et rangée, pas Chicago. Cette fois, la police agit. Le 13 décembre, il avoue à son avocat « J'ai fait quelque chose de terrible ». Son avocat l'exhorte alors à se rendre. Le 20 décembre 1978, les enquêteurs obtiennent un nouveau mandat plus large. Cette fois, ils descendent dans le vide sanitaire. L'inspecteur Joe Kozenchak est présent quand il trouve le premier corps, puis le deuxième, puis le troisième. Il dira plus tard qu'aucun entraînement ne prépare à ça, que l'odeur seule reste gravée à vie, que voir ces tranchées, alignées avec une précision presque industrielle, ça change quelque chose en vous pour toujours. Il trouve 29 corps sous la maison. 4 autres corps seront retrouvés dans la rivière Des Plaines. 33 victimes au total. À l'époque, c'est le plus grand nombre de meurtres jamais attribués à un seul individu dans l'histoire des États-Unis. Le 21 décembre 1978, John Wayne Gacy est arrêté. Il a 36 ans. Avant d'être emmené, il appelle son avocat et dit une phrase qui a été rapportée par de nombreux témoins. « Dites à ma famille que je suis désolé que j'ai gâché leur Noël. Pas de remords pour les 33 vies prises. Pas de pensée pour les familles dévastées. Juste les fêtes de Noël. » Ce détail vous dit tout ce que vous devez savoir sur John Wayne Gacy. Partie 5. Le procès. Le procès de John Wayne Gacy s'ouvre en février 1980 à Chicago. La défense ne nie pas les meurtres. Elle ne peut pas. Les preuves sont écrasantes. ADN, fibres, témoignages de survivants, aveu partiel de Gacy lui-même. La seule stratégie possible, c'est la folie. Les avocats de Gacy font venir une série de psychiatres qui témoignent que Gacy souffre de troubles de la personnalité antisociale et de personnalités multiples. Il y aurait en lui plusieurs entités, dont l'une nommée Jack qui serait responsable des meurtres. Gacy lui-même, disent-ils, n'aurait pas de souvenir de la plupart des crimes. L'accusation répond en faisant témoigner ses propres experts. Le docteur Jan Fawcett, psychiatre de renom, conclut que Gacy ne souffre d'aucune maladie mentale au sens légal du terme. Qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait, qu'il planifiait, organisait, dissimulait, avec une lucidité totale. Les jurés délibèrent pendant 2 heures. 2 heures pour 33 meurtres. Le verdict tombe le 12 mars 1980. Coupable de 33 chefs de meurtre au premier degré. La peine, la mort. 33 fois. En sortant du tribunal, Gacy dira à un avocat « Vous savez à qui ça va faire vraiment plaisir que je meure ? Personne.
Je suis la plus grande chose qui soit jamais arrivée à la police de Des Plaines. Pendant les 14 années qui suivent, Gacy est dans le couloir de la mort de la prison de Menard. Et là, il fait quelque chose d'inattendu. Il peint. Il peint des clowns. Ses tableaux, des autoportraits en pogo, des scènes de cirque, des paysages kitsch, deviennent rapidement des objets de fascination morbide. Des collectionneurs les achètent. Certains atteignent des prix élevés aux enchères. Johnny Depp acquiert l'un d'eux. Il dira plus tard qu'il l'a acheté pour démystifier Gacy, pour montrer que le mal n'est pas mystérieux. Gacy accorde des interviews. Il reçoit du courrier, des milliers de lettres, dont beaucoup de femmes qui lui déclarent leur amour. Il refuse encore et toujours d'accepter pleinement sa culpabilité. Dans ses interviews, il minimise. Il noie le sujet dans des détails. Il se présente comme une victime du système judiciaire. « Je ne suis pas le diable », dit-il. « Je suis une victime. » Quelques jours avant son exécution, un journaliste lui demande s'il a des regrets. Gacy répond « La seule chose que je regrette, c'est d'avoir gâché ma vie. Sa vie. Pas les 33 vies qu'il a prises. La sienne. » Le 10 mai 1984, John Wayne Gacy est exécuté par injection létale à la prison de Joliet, dans l'Illinois. Son dernier repas, crevettes frites, poulet frit, fraises fraîches et du Coca-Cola. Ses dernières paroles à l'adresse du bourreau. Kiss my ass. Il avait 52 ans. Dehors, devant la prison, il y a deux groupes. D'un côté, des gens qui fêtent l'exécution, qui applaudissent, qui boivent du champagne. De l'autre, des militants anti-peine de mort qui prient en silence. Et quelque part entre les deux, des familles. Des parents qui ont attendu 16 ans pour ce moment. Des frères et sœurs qui ont grandi sans leurs proches. Des gens qui ne savaient même pas, jusqu'au démantèlement de la maison de Norwood Park, si leur fils ou leur frère étaient parmi les victimes, parce que 8 des corps retrouvés n'ont été identifiés qu'en 2011 grâce aux nouvelles techniques d'analyse ADN. Oui, 8 victimes sont restées sans nom pendant plus de 30 ans.